En fait, le foot, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le foot, c'est la guerre. C'est la guerre par d'autres moyens, c'est la guerre sans mort, mais c'est une forme de guerre. Il y a des affrontements entre pays qui équivalent à des guerres. Alors évidemment, il n'y a pas de mort à la fin, mais on refait même des guerres. Moi, je me souviens évidemment du fameux France-Allemagne de Séville, où Schumacher, le gardien de but qui avait frappé Battiston, a été comparé à un nazi. C'est tout de suite remonté à la surface, tout de suite. Je me souviens aussi d'un match célébrissime, la finale de la Coupe du Monde en 1974, entre l'Allemagne et les Pays-Bas, où effectivement on remontait tout de suite au souvenir de la guerre. Et les Hollandais en voulaient encore aux Allemands pour ce qui s'était passé dans les années 40. On se souvient aussi évidemment d'un autre match mythique, qui est le match Angleterre-Argentine de 1986, avec la fameuse main de Dieu de Maradona, où l'Argentine s'était vengée par le football de la guerre des Malouines, qui avait eu lieu quelques années plus tôt, où les Anglais avaient massacré l'armée argentine. Moi, je me souviens aussi d'un match qu'on a oublié aujourd'hui parce que le communisme a disparu, le match de 74 entre les deux Allemagnes. Très intéressante rencontre entre la RFA et la RDA. Je peux vous dire que c'était une guerre symbolique et que le fait que la RDA ait gagné a beaucoup servi la propagande communiste de l'époque. Vous voyez, tout ça, il ne faut pas se leurrer. Et d'ailleurs, je regardais, en ce moment, il y a le match entre l'Angleterre et l'Allemagne, qui a procuré des rencontres absolument mythiques dans l'histoire du football mondial, en particulier les deux Coupes du Monde de 1966 et 1970. Et les supporters anglais, vous savez, ils chantent un chant qui s'appelle The German Bombers et qui raconte comment l'aviation anglaise en 1940 a détruit les avions allemands. Vous voyez, on est en plein dedans. Faut pas croire, le foot, c'est la guerre. Donc, il faut l'accepter. Je pense que même c'est bien, c'est comme la violence politique, c'est la sublimation, on le sait depuis l'Antiquité grecque, des violences réelles. Et bien là, le football, c'est pareil, c'est la sublimation de la violence. Il faut l'accepter, il faut l'assumer. Les footballeurs sont les chevaliers qui représentent tout un pays. Ce n'est pas ridicule. La Hongrie. La Hongrie. Ah mais la Hongrie, c'est autre chose. Parce que c'est le foot moderne. Alors, si vous voulez, on va en parler. Mais la Hongrie, c'est l'influence très contemporaine des minorités, des lobbies, dans la politique générale et leur volonté d'imposer leur idéologie à tous. Voilà, à tous. Et là, en l'occurrence, c'est le lobby LGBT qui veut évidemment imposer son idéologie et qui profite du sport pour faire de sa propagande. Pareil, vous vous souvenez, pour l'histoire de la fameuse agenouillement des joueurs, où c'était là le mouvement antiraciste, le mouvement Black Lives Matter, qui voulait lui aussi imposer son idéologie et la culpabilité des Blancs vis-à-vis des Noirs, etc. Ça, vous voyez, c'est un autre mouvement. C'est-à-dire que ça, c'est beaucoup plus moderne. C'est la volonté de certains lobbies d'imposer leur idéologie à travers le sport, et qui est permise par une évolution du foot. Mais je suppose que vous allez m'interroger sur l'évolution du football. Donc oui, j'attends cela. Oui, parce que comment expliquer cette passion populaire pour le sport? En quoi chacune de ces équipes incarne-t-elle son pays? Alors, et puis j'ai une autre question, la dernière. Quel autre sport ressemblerait aujourd'hui au football d'antan? Voilà, je vais lancer toutes mes questions. Vous avez 8 minutes, donc largement le temps de nous expliquer tout ça. Il faut bien comprendre que le football est un sport très particulier. C'est d'abord, comme tous les sports, inventé par l'aristocratie britannique. Mais très vite, le football est accaparé par la classe ouvrière britannique, qui en fait un marqueur identitaire. Jean-Claude Michéa, vous savez, le philosophe que j'aime beaucoup, qui est très intéressant, qui est passionné de foot comme moi, qui est de ma génération, donc on a les mêmes repères chronologiques. Hein, regardez pas Dimitri. Les mêmes matchs, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Il a toute une théorie sur ce qu'il appelle le passing game et le dribbling game. C'est-à-dire le jeu de passe et le jeu de dribble. Il dit qu'il y a un foot de gauche, qui est un foot de solidarité, où on se passe la balle, le jeu de Barcelone, le jeu du grand Ajax Amsterdam des années 70, le jeu de la grande équipe de Hongrie, là je parle vraiment aux spécialistes des années 50, vous voyez, c'était
très grandes équipes qui ont marqué leur décennie, qui était un football très collectif. Vous voyez, où on passait la balle, où on driblait très peu. Moi, j'ai connu cette époque où l'entraîneur vous virait quand vous dribliez trop, parce que c'était trop individualiste. Je sais, j'en souffrais parce que moi, je partais en dribble et je me faisais tenser. Et puis, le dribbling game. Vous voyez, par exemple, Zidane. Zidane, c'est un dribbleur. Platini, c'est le passing game. En gros, Zidane est un joueur de droite et Platini est un joueur de gauche. Et Tigana? Tigana est un joueur de gauche. C'est l'équipe de Platini des années 80. On se passait la balle. J'ai regardé plusieurs fois le match France-Allemagne de 1982. Il y a quelque chose qui est frappant. Il n'y a quasiment pas de dribble. La balle passe d'un joueur à l'autre. C'est inimaginable aujourd'hui, où ils se prennent pour des jongleurs. Et ça, c'est le football plus moderne, où on joue de façon beaucoup plus personnelle, qui peut aussi avoir des jeux très collectifs. Barcelone, la grande équipe de Barcelone des années 90-2000, avait un jeu très collectif. Vous voyez, c'est les deux jeux. Maintenant, il faut bien comprendre que dans les équipes nationales, chaque équipe incarnait une espèce comment vous dire, de style national de jeu. Une espèce de génie national. Moi, dans les années 60, 70 encore, chaque pays avait son style de jeu. Chaque équipe nationale avait son style de jeu. Par exemple, les Anglais se ruaient à l'assaut sans grande sophistication, on dira. Les Allemands avaient joué un jeu très organisé. Vous voyez, très, vraiment comme on imagine les Allemands. Les Italiens étaient particulièrement subtils, très bons tacticiens, très bons techniciens, mais très roués. On imagine bien les Italiens comme ça. Vous voyez, c'était une espèce de caricature des préjugés nationaux. Le football était une espèce de caricature des préjugés nationaux. Le français, on parlait de football champagne, c'est-à-dire très offensif, très joyeux, mais en même temps très naïf. Et on perdait souvent, vous voyez, le fameux match contre l'Allemagne, on a perdu par naïveté. On était bien au-dessus, on aurait dû gagner ce match. Mais voilà, vous voyez, chaque pays s'incarnait et la population se reconnaissait dans ses joueurs. C'est très important. Il y avait une appropriation, une possession. Les spectateurs s'appropriaient leur équipe et les joueurs faisaient partie de cette population. Aujourd'hui, depuis l'arrêt Bosman, je vous fais très vite l'arrêt Bosman, c'est un arrêt, je crois que c'est en 1995, de la Cour de justice européenne, qui dit qu'au nom de la liberté du travail, on ne peut pas faire ce qui existait avant, c'est-à-dire des quotas de joueurs étrangers. Pour vous la faire court, avant, il y avait 2 joueurs étrangers par équipe. Puis on a fait 3, et puis l'arrêt Bosman a dit c'est interdit, c'est contraire au droit européen. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le foot d'aujourd'hui. C'est-à-dire, tous les joueurs étrangers peuvent être dans le Paris Saint-Germain, il n'y a quasiment pas de joueurs français. J'exagère à peine, mais je me souviens à la finale Paris Saint-Germain-Bayern de Munich, l'année dernière, il y avait plus de joueurs français au Bayern de Munich qu'au Paris Saint-Germain. Oui. Ça, c'est la conséquence de l'arrêt Bosman. Et quelle a été la conséquence sur les matchs que j'ai vus là pendant le début de l'Euro, mais c'était déjà pour les Coupes du Monde précédentes? Il n'y a plus de typologie de jeu. C'est-à-dire que les équipes jouent toutes de la même façon. Les joueurs se sont tellement interpénétrés, les clubs se sont tellement interpénétrés, les clubs ont acheté les techniciens des uns et des autres. Les entraîneurs. Les entraîneurs, exactement. Que désormais, les Allemands jouent comme les Italiens, les Français jouent comme les Italiens jouent comme les Espagnols jouent comme les Anglais. Tout le monde joue de la même façon. C'est très frappant. La deuxième remarque que je ferai, c'est le nom. Vous savez que je suis très sensible à la sémantique. Quand ce championnat d'Europe a commencé, c'était en 1960, on appelait ça la Coupe d'Europe des Nations. Aujourd'hui, on appelle ça l'euro, comme la monnaie. On ne peut pas dire mieux que le plus important dans le foot aujourd'hui, c'est l'argent. Et dernière chose, d'ailleurs, les joueurs. Je vous ai dit, jusqu'à l'époque de Platini, les joueurs étaient le reflet des classes populaires du pays. Et donc la classe populaire s'identifiait à ces joueurs. Comme le vélo. Comme le vélo, exactement. Exactement. Le fameux Raymond Kopa, grand joueur français des années 50, était un immigré polonais, fils d'immigré polonais, qui avait été à la mine, qui avait eu un doigt coupé à la mine. Vous voyez, on ne peut pas être plus ouvrier. Platini est un fils d'immigré italien, Zidane est un fils d'immigré algérien, berbère. Vous voyez, il y avait ça, c'était lié à la classe populaire. Aujourd'hui, ils sont tellement riches que, en fait, ils sont devenus des people. Ils sont plus des gens du peuple, ils sont des people. Et c'est ce qui explique
C'est pour ça que je voulais revenir. C'est ce qui explique notre histoire de la Hongrie, de Black Lives Matter, de LGBT. Aujourd'hui, ces joueurs-là sont comme des acteurs, comme des chanteurs. Vous voyez, ils sont tellement riches que les gens ne s'identifient plus à eux. Ça ne veut pas dire qu'on ne les admire pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grands joueurs. Hier, le but de Pogba est absolument exceptionnel. Hein. Mais vous voyez, mais il y a un sentiment de dépossession. Ce ne sont plus les nôtres. Il y a quelque chose qui se passe. Ils sont trop riches, ils sont trop étrangers à nous. D'où toutes les polémiques sur Benzema, sur ceux qui chantent la Marseillaise, qui ne chantent pas la Marseillaise. Vous voyez, c'est parce qu'il y a un sentiment d'étrangeté, alors qu'auparavant, c'était les nôtres. Et ça, c'est le résultat de cette fameuse arrêt Bosman, de cette Cour européenne de Cour de justice européenne et de cette mondialisation du foot. Comme d'habitude, le foot n'est qu'un élément de plus. L'Europe est vraiment le cheval de Troie de la mondialisation. C'est très intéressant d'ailleurs parce que vous remarquez, il n'y a pas de sentiment européen, d'appartenance européenne. Il n'y a pas d'équipe européenne, il n'y a pas... vous voyez, les gens continuent à s'identifier à leur nation, à leur équipe nationale. Et en même temps, il y a la mondialisation. C'est bien tout le drame de l'Europe. L'Europe est écartelée comme ça entre les nations, les peuples qui ne veulent pas cesser de s'identifier à leur nation, et la mondialisation, et ces joueurs qui sont des joueurs mondialisés. On les voit d'ailleurs, ils sont copains entre eux. C'est très intéressant à voir. Il y a des équipes qui sont adverses, mais en fait ils sont copains parce qu'ils jouent dans les mêmes clubs. Je peux vous demander une petite moralité, il nous reste 10 secondes. Une moralité entre la fête populaire, justement, du vélo autour et du football, pour terminer. Une petite moralité. Le vélo échappe à ce que j'ai dit. Les cyclistes ne sont pas des people. Les cyclistes restent beaucoup plus près des classes populaires et des gens, même sans doute parce qu'ils gagnent beaucoup moins d'argent. Les footballeurs, on a bien vu, on a vu cette équipe de France, j'ai eu l'impression qu'il était, même Deschamps incarne le football d'avant. Vous voyez, l'incarnation entre les supporters et les joueurs. Je l'ai senti, je vais vous dire, je l'ai senti dépassé. Autant il maîtrisait en 2018 cette équipe, autant là je l'ai senti dépassé par les joueurs et dépassé par ces joueurs qui sont en dehors en fait de l'équipe de France. C'est très frappant. Merci. C'est un mystère. Mystère, effectivement, ce ballon rond qui suscite encore pareil enthousiasme. Merci beaucoup, messieurs. Excellente suite de programme sur CNews. On te retrouve demain, 19h.